Bonjour à tous, bienvenue sur AstroFR. Voilà une nouvelle présentation sur la NAFABox, là ici Air Open Source. Donc c'est un projet open source que va nous présenter Sébastien aujourd'hui et qui en est l'auteur. Et d'après ce que j'ai compris, si j'ai bien tout compris, c'est une série de scripts qui permet de faire un système pour l'astrophotographie sur un petit ordinateur. Alors je ne sais pas si j'ai bien tout résumé, Sébastien. Qu'est-ce que tu as à en dire? Sébastien, je ne sais pas si tu es avec nous. Oui, c'est bon. J'ai enlevé le push to talk parce que sinon je vais pas y arriver. D'accord. Alors, du coup, alors je suis pas l'auteur de ce D'accord. projet. Je suis le développeur actuel, on va dire, depuis 2 ans, du coup. Mais je ne suis pas l'auteur, du coup. Ok. D'ailleurs, l'auteur est sur le Discord. Alors, il est pas là souvent, mais il est sur le Discord. Alors, du coup, le but de ces scripts, effectivement, du coup, c'est NAFABox, ça veut dire quelque chose, effectivement, comme tu disais. Et du coup, le but de ces scripts, c'est d'aider les astronomes amateurs à pouvoir utiliser Linux dans le cadre de l'astrophotographie et plus particulièrement l'astrophotographie nomade. Voilà. D'accord. Ok. Ah, donc, est-ce que ça veut dire Raspberry Pi? Ouais. Alors, ça peut dire potentiellement Raspberry Pi, mais pas que. En fait, c'est vrai qu'en général, on a tendance effectivement à résumer à Raspberry Pi, mais effectivement, en fait, les scripts NAFABox, ça s'applique par exemple aussi à un ordinateur portable, tout simplement. Voilà. D'accord. On peut très bien installer son ordinateur portable avec lequel on va aller sur le champ astro pour faire de l'astronomie sans souci, ça sert aussi à ça. Voilà. Et ça peut servir aussi à installer son ordinateur fixe qu'on a chez soi, qui ne sera pas forcément branché à l'ordinateur, mais sur lequel on veut utiliser Linux pour faire du traitement astro, par exemple. Voilà. D'accord, ok. Donc ça peut également servir pour faire du traitement de photos. Exactement. Post-traitement. D'accord, ok. Concrètement. Du coup, Benjamin, tu peux partager mon écran. Je pense que partager maintenant ça devrait être bon. Je te dirai pour la webcam potentiellement. Je sais pas si on va s'en servir, on verra. Voilà. En tout cas, là, on voit ton écran. C'est ça. Alors, du coup, là, moi, le but de cette présentation, c'est de vous montrer un peu que vous pouvez utiliser la NAFABox sans que ça soit trop compliqué. Voilà, tout simplement. Et que du coup, potentiellement, comment dire, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement les images préconstruites qu'on fournit dans le cadre de la NAFABox. Donc c'est pas seulement effectivement des ensembles de scripts, suite aux demandes des personnes qui voulaient utiliser la NAFABox, on fournit aussi des images préconstruites, mais du coup là, qui sont seulement dédiées à ce qu'on appelle des SBC, ça veut dire Single Board Computer, donc c'est des ordinateurs qui sont sur une seule carte, du coup, et donc c'est par exemple un Raspberry, voilà. Donc on fournit une image préfaite avec tous les logiciels, avec les logiciels de base plutôt, pas tous les logiciels de base installés, et accessible du coup. Il y a juste à le mettre sur une carte SD et hop, on peut les utiliser. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Voilà. Alors, je t'interromps un instant, quand tu dis une image, ça veut dire, en gros, c'est une image disque. Voilà. C'est que je télécharge une image disque, je la flash sur une carte SD, par exemple, ou sur une clé USB, et je démarre mon PC ou mon Raspberry ou quoi. Je le démarre dessus et ça va booter. Exactement. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est peut-être les ISO, du coup, qui sont des images d'un CD, du coup, ou d'un DVD. Oui. Et ben là, c'est la même chose en fait. Hein. Mais c'est au lieu d'être une image d'un CD ou d'un DVD, c'est une image carrément d'un disque dur. Voilà. Tout simplement. Et c'est empackagé dans un fichier, comme les ISO avec des CD et des DVD. Bon, je sais que pour les plus jeunes d'entre nous, ça parlera pas trop, mais c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Ouais, okay.
Ouais, c'est ce qu'on utilisait avant à l'époque où l'informatique, où le monde était en noir et blanc, comme on dit. Ou peut-être pas non plus. Et d'accord. Et donc, alors, donc toi, donc vous, ce que vous fournissez, c'est une image prête à être installée. Ou Alors alors, on va dire, c'est la fourniture secondaire. Voilà. d'accord. Mais c'est pas ça que vous faites d'abord, là. C'est ça. D'accord. Alors, le premier truc, le truc que distribuer, c'est quoi? Alors, c'est un ensemble de scripts, du coup. Alors, des scripts, c'est un programme, en fait, tout simplement, qui va, au lieu de vous, quand vous tapez des lignes de code sur Linux pour installer les différents logiciels, en fait, va juste les lancer automatiquement les unes derrière les autres en fonction de vos choix. Voilà, donc il y a une sorte de petite interface graphique qui vous permet de sélectionner les différents logiciels que vous voulez installer sur la machine. D'accord, Ouais. donc c'est juste, c'est pas un logiciel que je vais installer sur mon ordinateur, c'est pas une image disque, mais c'est des scripts qui vont, que je vais lancer, qui vont installer l'ordinateur à ma place. Alors là, je crois qu'on t'a perdu. On a perdu notre ami, mais donc je pense que c'est. Ah, c'est bon. Tu m'avais coupé aussi. Ah non, je t'ai pas coupé. Là, c'est bon, là. D'accord, ok. Pardon, Et, c'est moi qui. Je me suis trompé. Enfin, excusez-moi. d'accord, ok. Donc, ouais, donc ce que je disais, c'est que au lieu d'installer un logiciel sur l'ordinateur ou un système d'exploitation, on va lancer un script qui, lui, va tout télécharger et installer l'ordinateur avec les logiciels dont j'ai besoin pour faire tourner la NAFABOX. C'est bien ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les scripts, c'est pour installer les logiciels, principalement. Okay. Ça va installer un environnement en plus du système d'exploitation, donc des petites applications qui vont bien pour l'utilisation en nomade, mais ça va pas installer non plus un système d'exploitation. Là, par exemple, ce que je partage, c'est une virtual machine, du coup, que là, je vais lancer l'installation pendant qu'on discute. Mais du coup, on va démarrer avec les scripts NAFABOX au moment où on a une machine de base, vraiment qu'on vient juste d'installer, et c'est tout. Voilà. D'accord, donc tu commences par installer une machine virtuelle. Bah, là, c'est pour la démo. Mais il faut imaginer que potentiellement, ça peut être une machine... Enfin, ça peut être des machines que vous avez déjà, en fait. Hein. Une vraie machine. Là, c'est parce que je suis sous Windows, parce que c'est mon ordinateur avec lequel je joue, mais et c'est pour ça que j'ai pas Linux dessus. Mais sinon, j'ai un ordinateur portable sous Linux et je pourrais très bien l'utiliser. Mais pour la démo, c'est un peu plus compliqué. Et moi, ça me permet en fait d'utiliser des VM, ça me permet de faire des tests à chaque fois, de pouvoir tout recommencer sans devoir installer une vraie machine. Voilà. D'accord. Okay. Alors, installation normale, on peut tout installer. Alors, on nous demande est-ce que tu as des scripts Vagrant? Alors, je sais pas ce que c'est, Vagrant. C'est un truc qui permet. Bah, c'est un gestionnaire de scripts qui permet d'installer des trucs sur Linux. D'accord. Ok. Alors là, les scripts de NAFABOX sont tous en shell. Voilà. D'accord, donc c'est pas du Vagrant, c'est carrément du shell. Donc c'est pas des images Docker. Ah, c'est du bash, exactement. Si on veut être plus précis, mais bon. Souvent, on simplifie en disant shell. Mais shell, c'est aussi un langage. Alors, on nous demande sur le chat de Discord, voilà, est-ce qu'on installe d'abord l'OS, puis ensuite on lance le script? C'est la question qu'on nous pose. Voilà, comme là, je suis en train de faire, effectivement, vous devez d'abord installer l'OS en fonction de ce qui vous correspond. Là, par défaut, moi, de toute façon, tous les OS préconstruits pour les Raspberry et autres cartes, je les construis à peu près comme ça, c'est-à-dire que le nom d'utilisateur, ça sera toujours NAFABOX, et le mot de passe, ça sera toujours NAFA 1, 2, 3, 4. Voilà. D'accord, donc le système d'exploitation que tu installes, de toute façon, c'est forcément un Linux. Pas n'importe quel Linux? Alors non, c'est un Linux basé sur un Ubuntu. Donc ça peut être Ubuntu, ou Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, et je crois que j'ai fait à peu près le tour.
D'accord. Voilà. Là, par exemple, je vais faire un exemple avec Xubuntu parce qu'il est léger et que en général, c'est un bon système si vous voulez faire de l'astro parce que vu qu'il est léger, il va pas demander beaucoup de puissance à votre machine et du coup, il va pas consommer beaucoup dans le cadre d'une astronomie nomade. Après, D'accord. si jamais vous voulez, c'est votre PC de traitement par exemple, je vous conseille pas d'installer Xubuntu parce que bah, c'est. Après, bon, les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun, mais moi je trouve ça un peu moche. Mhm. Bon, même si c'est D'accord. vachement amélioré. Mais il y a D'accord. plein de choses assez intéressantes fournies par les différents OS de type Ubuntu pour ne pas devoir se cantonner à un OS aussi simple, du coup. Voilà. Ouais, d'accord, ok, très bien. Alors, on nous demande s'il y a pardon, un repo public et il y a un GitHub, effectivement, qu'on va mettre. Alors, si vous nous regardez sur YouTube, on le mettra en commentaire sous la vidéo, Ouais. le lien. Et puis, De toute façon, on va aller le voir hein, pendant que ça s'installe, parce que là, ça va prendre. Alors, normalement, c'est plutôt rapide, hein, mais ouais, cette partie-là, parce que c'est sur une VM, donc là, en plus, j'ai une machine quand même qui est normalement plutôt puissante, donc on devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. voilà. Et pour ceux qui nous suivent directement sur Discord, j'ai mis le lien du GitHub directement dans la partie texte de ce salon audio. Alors, du coup. Alors, sachez que quand vous allez sur Google et vous tapez NAFABOX, vous allez tomber sur un site qui n'est pas à jour. Voilà. Alors, c'est celui-là que j'ai mis en lien, moi. Ah, merde. Ah oui, non, c'est non. Alors, Patrick-81, NAFABOX. voilà, ça c'est le bon. Ah, Voilà, ok. je vais faire la démo, c'est plus simple. Alors, vous tapez NAFABOX sur Internet. Donc ce site-là n'est pas à jour. C'était le site d'origine du projet et malheureusement, j'ai pas le temps de le maintenir à jour. J'aurais dû le faire, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. D'accord. Simplement. Mais en tout cas, sur GitHub, si on Donc tape c'est celui-là. on trouve. Ouais. Alors là, du coup, dessus, vous n'allez pas trouver seulement que les scripts, vous allez aussi trouver pas le tuto, mais l'aide du coup qui va avec. Voilà. Donc D'accord. quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous arrivez sur ce genre de choses. Voilà. Donc vous avez le super logo de la NAFABOX. Voilà. D'accord, ok. Celui qui. Et donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ça qui est bien. Donc en fait, d'ailleurs on peut voir, hein, il y a 10 contributeurs sur ce projet. Alors pour Chris qui nous demande si on doit obligatoirement aller l'OS, oui, a priori on doit avoir une machine avec un système d'exploitation Ubuntu avant de lancer les scripts. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, hein, si tu me corriges Sébastien, mais a priori voilà les scripts, l'OS ne va pas s'installer tout seul. Alors voilà, ça c'est l'utilisation standard, mais pour aider encore plus, on a mis à disposition des images préconstruites, mais qui sont seulement pour un Raspberry, pour une Tinkerboard et pour une Nanopi. Voilà. D'accord. Donc et là où effectivement à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'installer l'OS parce que on vous fournit une image où il y a l'OS d'installer plus les logiciels de base. D'accord, ok. Ainsi que l'environnement NAFABOX, que je l'écrirai un peu plus tard. D'accord. Donc la NAFABOX, elle est passée en version 3.4 récemment, et donc cette version, on va en parler un peu plus en détail. Là vous avez un descriptif rapide du projet, vous avez les fameuses images préinstallées qui sont accessibles via ce lien ici. On en parlera après parce que c'est vraiment c'est secondaire en fait. Voilà. Même si je sais que c'est en fait au final la chose la plus utilisée dans ce projet. D'accord. Bon bah voilà, c'est comme ça. Vous avez après la doc en français et la doc en anglais. Alors la doc en anglais n'est pas du tout à jour. Pour l'instant, je l'ai complètement abandonnée parce que j'ai pas le temps. Voilà. Et je préfère du coup le faire en français parce que la plupart des utilisateurs de la NAFABOX de toute façon parlent français. D'accord. Okay. Tout simplement. Et que c'est plus simple pour moi pour l'instant. C'est clair. Alors, bah du coup, on va cliquer sur français. Avant, on va peut-être cliquer sur deux. Il y a deux liens que j'ai pas parlé. Software List, c'est tous les logiciels qui sont supportés par la NAFABOX.
Alors quand je dis supporté par NFABox, c'est pas juste des logiciels que vous allez trouver préinstallés sur le système, enfin sur les images préconstruites qu'on vous envoie. Ça veut dire que c'est des logiciels que vous pouvez installer avec des scripts, et donc vous pouvez potentiellement à chaque fois installer les dernières versions. D'accord. Ok. Donc vous n'êtes pas figé dans la version qui est accessible. Parce que je sais que ça c'est quelque chose que pas mal de personnes m'ont parlé de Astroberry, qui est une très bonne alternative à NFABox, potentiellement, qui a d'autres principes. Voilà, on ne marche pas de la même façon. Mais du coup, ils fournissent qu'une image préconstruite pour une Raspberry, point. Et du coup, par exemple, sur cette version, il y a le logiciel OA Capture en une seule version, et puis c'est tout. Et si vous voulez la version du dessus, il faudra soit attendre que le développeur mette à jour toute l'image, et changer du coup toute l'image de votre Raspberry, soit le faire vous-même. D'accord, alors que là, toi, tu as des scripts qui vont installer en téléchargeant les logiciels depuis Internet, donc forcément, tu vas avoir on aura la dernière version. Dis-moi une petite question, ça tourne sur Linux Mint? Alors, Linux Mint, je ne connais pas bien. Je crois que c'est basé sur Ubuntu aussi. Oui. À partir du moment où vous pouvez ajouter un PPA destiné à Ubuntu, donc un PPA c'est une librairie alternative qu'on va ajouter à Ubuntu. À partir du moment où vous pouvez installer un PPA destiné à Ubuntu et que vous utilisez du coup les commandes, que vous utilisez aptitude, donc les commandes apt, apt-get, etc. Et bah le système sera compatible avec les scripts NFABox. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pas le cas de Debian. Sur Debian, vous pouvez pas installer des PPA destinés à Ubuntu, sauf en bricolant, et donc potentiellement poser pas mal de soucis. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on s'adresse un petit peu à des gens qui connaissent Linux, qui savent taper une ligne de commande. Un petit peu, ouais. Voilà, alors on va pas s'adresser... C'est pour la question. Non, mais je veux dire, voilà, en règle générale, on va pas s'adresser à quelqu'un qui est totalement novice en informatique, qui va pas aller taper une ligne de commande dans un terminal Linux. Ça, déjà, la phrase, ça fait peur. Bon, bah ça, c'est clair que la NFABox... Ça sera du coup plutôt les images préconstruites, du coup. Il restera effectivement plus que ça. C'est clair, ouais. On a essayé de limiter au maximum le code à taper dans un terminal, mais malheureusement, il faut quand même déjà lancer les scripts, et pour ça, il faut lancer une commande. C'est ça. Voilà. Après, c'est pas non plus... Moi, ça m'a pas l'air non plus complètement ésotérique. Hein. C'est quelqu'un qui connaît un petit peu, qui sait lancer une commande dans un terminal Linux, il devrait pouvoir s'en sortir. C'est ça. Je sais que c'est pour ça que je voulais faire ce live, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment montré en fait. C'est de montrer que en fait on peut lancer les scripts et que c'est rien de compliqué ces scripts en fait. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de ces scripts parce que on commence à dire ouvrir un terminal et lancer telle commande, et du coup effectivement ça peut faire un peu peur, donc c'est normal, hein. Et là, le but, c'est de démystifier un peu les choses. Donc là, je vous montre juste cette page rapidement. Alors, cette page, c'est en anglais, pour le coup. C'est le changelog, donc c'est là-dedans qu'on va retrouver les différents changements des différentes versions. Alors, ça démarre à la 3.2 parce que c'est la version à laquelle j'ai commencé de faire le changelog, tout simplement. Voilà. Avant, je ne l'avais pas fait, et donc c'est là qu'on voit le principal ajout de cette version 3.4, c'est qu'elle supporte la dernière LTS de Ubuntu. Donc c'est LTS, ça veut dire long term support, je crois. Long term support. Ouais, voilà. Support à long terme. C'est une version qui est censée être maintenue par Canonical, la boîte qui fait Ubuntu pourtant. Exactement. Alors attention à ces versions LTS, ça c'est bien valable dans un système classique. Par contre, pour les systèmes type Raspberry, etc., c'est pas du tout valable. Donc ça évolue vite, et si on n'évolue pas avec les versions, on se retrouve rapidement à la rue. Voilà. Alors, du coup, on part sur le français. Donc là, on a un petit texte explicatif qui vous explique
avec quelle carte du coup les scripts sont compatibles, et vous explique aussi que c'est compatible avec les systèmes classiques. Alors les termes AMD 64, x86 64, ce sont des gros termes, c'est juste le type de processeurs qui sont dans vos ordinateurs que vous utilisez tous les jours. Voilà. Dans les ordinateurs type Raspberry, en fait, c'est des processeurs de type ARM, on dit. C'est leur petit nom. C'est un autre type qui est différent du coup de AMD 64. Voilà, donc là c'est un petit peu technique, et donc la distribution qui est recommandée c'est Jammy, donc c'est la nouvelle LTS qui est sortie au mois d'avril et qu'on supporte. Voilà. Et après, selon ce que vous voulez installer, il va falloir se diriger vers le tuto destiné au single board computer, donc Raspberry, Nanopi, Fingerboard ou d'autres cartes. Potentiellement, ça peut très bien tourner sur d'autres cartes. Voilà. Voilà, donc alors single board computer, ça veut dire, ça désigne un ordinateur qui est sur une carte. Exactement. C'est-à-dire que tout est sur une carte, comme un Raspberry Pi, par exemple, c'est le plus connu. Voilà, vous avez une carte, il y a tout dedans. Tout est sur la carte. D'ailleurs, on parle de Raspberry Pi tout à l'heure, mais je vais juste montrer une image quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce truc-là. Et donc on voit qu'il y a tout. Il y a la partie graphique, la partie alimentation, la partie interface USB, la partie Ethernet connexion, voilà, et la partie audio aussi, tout est intégré vraiment sur une seule carte. D'où le nom. Ouais. Alors, du coup, donc nous, on va partir sur le tuto ordinateur fixe, et on partira sur l'autre après. Donc là, je les ai mis une liste de systèmes sur lesquels j'ai testé les scripts. Alors attention, là où je fais le plus de tests, c'est sur Xubuntu, parce que je peux pas tester tous les systèmes en permanence. Mais par exemple, moi en personnel, j'utilise Kubuntu, donc j'utilise mes scripts à moi en perso, donc je sais que ça marche bien aussi sur Kubuntu. Et du coup sur Xubuntu, c'est là-dessus que je fais tous les tests, mais je le fais pas systématiquement sur tous les systèmes que vous voyez là. Je peux juste vous dire que je les ai fait tourner au moins une fois à un moment donné. Et ceux où il y a marqué pas testé, c'est que je l'ai jamais fait, mais qu'en théorie ça devrait marcher. Et du coup, si vous voulez faire des tests, ou même si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus. Alors déjà on a un salon NAFABOX sur le Discord astro-.fr, le Discord des astronomes amateurs francophones. Et puis vous pouvez également entrer en contact avec Sébastien via GitHub, j'imagine, je crois. Oui, exactement. Lui redémarre. Du coup, quand vous êtes sur le Git, alors il faudra créer un compte sur GitHub. Et en fait, ici, vous avez une rubrique Issue qui vous permet de discuter avec moi et les autres potentiellement développeurs pour proposer une modification ou pour demander une correction ou pour signaler un bug. Et vous pouvez très bien participer au projet. Il suffit juste que vous ayez un compte et vous pouvez par exemple corriger des fautes d'orthographe, vous pouvez faire des logos, vous pouvez développer des scripts, vous pouvez plein de choses. On cherche plein de choses. Traduire aussi. Alors, corriger des fautes d'orthographe, ça c'est pour moi, parce qu'en fait c'est à peu près le seul truc que je suis capable de faire. Donc que je fais pour la NAFABOX. Oui, mais c'est bien. Enfin, j'ai envie de te dire, moi, il y a plein de choses sur lesquelles on m'a aidé. C'est des petites choses à chaque fois, mais c'est des choses que je n'étais pas capable de faire moi-même. Et ça m'a retiré ça a amélioré le projet pour tout le monde, en fait, du coup. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est bien avec le côté open source. Et en fait, c'est pour ça qu'on a aussi fait ces scripts. C'est parce qu'en fait, on avait alors, le concept donc Patrick qui a fait le script en premier. En fait, son but, c'était d'arrêter avec les boîtes noires. Voilà. Et le but, c'était de vous montrer tout ce qui se passe quand vous utilisez une image toute faite avec pour un Raspberry qui est avec tous les logiciels préinstallés. Et en fait, le but, c'est de vous montrer comment les gens ils font ce genre d'image et que vous puissiez le faire vous-même.
Voilà, Il c'est faut, il faut dire que but la éducatif, NAFABOX, limite. ouais, oui, tout à fait. Puis la NAFABOX, c'est un petit peu, en astronomie, les gens utilisent beaucoup en ce moment les ICR, les petits boîtiers sur lesquels on vient brancher les caméras pour l'astrophotographie, la monture, etc. Qui, qui est un boîtier formidable, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de, il y a rien à dire là-dessus. La NAFABOX, c'est un petit peu la version open source de tout ça, qui est pas beaucoup plus compliqué. Euh, Ça vous installez des logiciels qui sont, pour certains, assez similaires à ce que vous avez sur la SCR, et ça vous coûtera juste le prix du Raspberry Pi ou de quel que soit l'ordinateur sur lequel vous l'installez. Mm. Voilà. Après, le but, c'est pas de faire concurrence en fait, hein, aux autres, hein, ou même aux autres projets open source. Hein. On s'en fout. On gagne pas d'argent dessus. Le but, c'est voilà, de mettre en accès quelque chose qu'on fait pour nous et que ça soit accessible à tous. Voilà, tout simplement. Et en plus, si on peut tous le faire ensemble pour améliorer le truc, bah, c'est encore mieux. Voilà. Ok. Alors, du coup, on va se lancer un peu dans les scripts. Donc, au début, je vous dis, bah voilà, vous pouvez installer un système d'exploitation parmi ces liens-là. J'essaie de maintenir les liens à jour. C'est possible qu'ils ne soient pas toujours maintenus à jour parce que j'ai pas toujours le temps de travailler dessus et que ça peut changer rapidement. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher vous-même sur le site. Hein. C'est assez facile à trouver en général. Alors, commençons. Du coup, donc la première étape, c'est d'avoir un système installé. Voilà. Donc dans ce système installé, on peut, si jamais ce système il est en anglais, ou surtout avec un clavier en anglais, donc un clavier QWERTY, et que vous avez un clavier AZERTY, il y a une commande magique que vous pouvez taper dans un terminal qui vous permet de redéfinir la langue de votre clavier. Donc là, vous pouvez la copier. Hop. Alors là, ça va sûrement pas marcher. En plus, je l'ai pas redémarré. C'est le côté le côté démo. Ouais. Allez, oui, on démarre. Donc cette commande, en fait, elle va charger en fait un micro-programme qui est dans Ubuntu, dans tous les Ubuntu, qui permet de redéfinir la langue de votre clavier. Voilà. Mhm. Et donc la disposition de votre clavier. Ce qui est très pratique, surtout quand on n'a pas une interface graphique forcément. Voilà. Vous allez dire, oui, mais tu m'as dit d'installer d'abord un système d'exploitation. Je dois avoir une interface graphique du coup. Oui, oui et non. En fait, la NAFABOX a aussi un mode qui permet potentiellement de s'installer sur un ordinateur qui n'a pas d'interface graphique. Voilà. Et donc Mais un ordinateur purement serveur. Voilà. ouais, d'accord. Par contre, là, du coup, si tu fais ça, tu pourras pas utiliser le logiciel comme Castar ou Ecos. Oui, voilà, c'est ça. Non, en termes de logiciel, ça sera pas pareil. On est d'accord. Bon, il va pas me... Hein? Bah, non, mais si c'est une démo, ça va planter. Si Ah, voilà. j'étais mauvaise langue. Merci Xubuntu. Alors, on va juste mettre un peu mieux en termes de résolution. Alors, donc, Oui. hop, C'est vrai que affichage. Ça, c'est normal, c'est parce que c'est une machine virtuelle, sinon ça détectera votre écran et ça installera la bonne résolution. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. la VirtualBox, c'est toujours un timbre poste. Oui, en fait, par défaut, il a une configuration par défaut quand il n'arrive pas à détecter l'écran. Ouais. Oui, alors ça, on verra plus tard. On verra plus tard. Voilà. Donc, quand vous êtes sur Xubuntu, on peut lancer un terminal, en fait, en disant ouvrir un terminal ici, mais sinon, en général, dans la plupart des Ubuntu, dans paramètres ou dans accessoires, vous allez trouver le terminal. Alors ça peut s'appeler, ça peut porter pas mal de noms, mais en général, il y a le mot terminal qui dedans. Voilà. D'accord. Selon les distributions d'Ubuntu, ça peut porter un nom différent. Voilà. Je sais pas si tu peux le mettre en plein écran d'ailleurs, du coup, pour qu'on voit bien. Hop, tac. Alors, je peux même faire un truc. Ouais, zoomer un peu. Touk Encore. et touk. Allez, encore un peu. Allez, encore un dernier coup. Voilà, zoom avant, comme ça, Voilà. voilà. Alors, on arrive à bien lire.
Donc là, bon, pour l'explication, pour ceux qui ont jamais trop utilisé un terminal, quand vous ouvrez un terminal, il vous dit qui vous êtes, sur quelle machine vous êtes. Donc qui vous êtes, c'est Nafabox. Sur quelle machine vous êtes, c'est Nafabox-VM. C'est comme ça que je l'ai appelé. Il vous dit où vous êtes dans vos dossiers actuellement. Donc là, on est dans le bureau. Voilà. Du coup, donc nous, on va lancer la commande magique. Alors ça m'étonnerait qu'il l'ait. Non, il l'a pas lancé, c'est pas grave. À force, je la connais par cœur. Vous pouvez très bien dans votre système d'exploitation ouvrir sur Firefox ou sur Chrome le GitHub et copier-coller les commandes directement. Alors, il y a un truc magique aussi dans Linux, c'est l'autocomplétion. C'est aussi dans Windows d'ailleurs, et dans Mac. Quand vous commencez à taper quelque chose, vous pouvez appuyer sur Tab et si jamais il n'y a qu'une seule possibilité, le logiciel va vous pré-remplir, va vous remplir le reste de ce que vous devriez taper. Voilà. Tu tapes les premières lettres de la commande et tu tapes. Là, par exemple, j'ai mis ça, et là je fais Tab, et il n'y a qu'une seule possibilité. Ouais. Si on a, ouais. Hop. Donc là, il vous demande votre mot de passe. Donc si vous utilisez les images toutes faites, c'est tout simplement NAFA 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, voilà, ça vous demande quel clavier vous avez. Donc si vous avez un clavier spécial, vous pouvez lui dire. On va rester sur un clavier générique. Donc là, c'était déjà en français, hein, mais si c'est en anglais, bah, vous pouvez passer sur français avec les flèches directionnelles. Tapez sur Entrée pour sélectionner. Après, là, vous sélectionnez la disposition de votre clavier, si c'est un clavier français spécial ou pas. Voilà. On va prendre le français standard. Là, on s'en fout, c'est pas important, et ça non plus. Voilà, et ça non plus. Donc vous restez tout par défaut. Vous appuyez sur Entrée et c'est fait. Voilà. Et donc là, il va redéfinir le système pour lui dire, ok, c'est maintenant un clavier français qui est utilisé. Et si vous lisez un peu l'anglais, il vous dit que si vous voulez que ça soit mis à jour, donc pris en compte maintenant, il faut lancer la commande setupcon, sinon vous avez juste à redémarrer le PC et ça revient au même. Voilà. D'accord. Alors par défaut, moi je vous conseille de redémarrer. Pour redémarrer, rien de plus simple, tapez la commande reboot. Voilà. C'est limite plus rapide que d'aller dans l'interface graphique et d'appuyer sur le bouton redémarrer. Ouais. Voilà. Une fois que c'est plus rapide dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc on a. Reviens là, toi. Donc on passe sur le troisièmement. Le troisièmement, il vous propose donc de soit télécharger directement la version actuelle. Donc c'est un zip qu'il va falloir décompresser et utiliser. Soit, et ça je vous conseille plutôt, c'est mieux, de télécharger via le Git directement. Enfin, il y a une commande directement pour télécharger la dernière version des scripts. C'est plus propre de faire comme ça. Bon, ça nécessite de faire une commande, mais de toute façon, vous allez devoir l'ouvrir, le terminal. Donc, donc à un moment donné, autant y aller. Il n'y a pas moyen à faire taper des commandes. C'est ça. Alors, du coup, là, on a un système qui est assez propre. Hein. Alors, bonne question, si Git est installé de base, ça dépend des systèmes. Voilà. Certains systèmes Ubuntu ont Git de base. Donc là, par exemple, si je fais... Alors, sudo, pour information, c'est une commande pour dire super utilisateur. Voilà, donc ça veut dire que par défaut... Ouais. Tu peux agrandir. Passer oui. plein écran et agrandir comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois, il me remet... C'est quoi? C'est CTRL+, je crois. Tac. Non. Oui, ça aurait été trop beau. CTRL-SHIFT+. Voilà. Voilà. Ouais. Et là, on le voit bien. Donc sudo, la commande sudo, c'est pour juste dire que vous êtes en super utilisateur. Par défaut, dans Windows, en général, vous êtes en super utilisateur, ce qui peut faire que vous pouvez facilement faire des conneries. C'est souvent pour ça qu'on fait planter son Windows. Hein. C'est parce qu'en fait,
On fait des trucs qu'on n'aurait pas dû être censé faire. Voilà. Sous Linux, on a une petite protection supplémentaire. Il faut vraiment expliciter quand vous voulez faire les choses en mode super utilisateur. Voilà. Souvent, on connaît le terme de mode root. Voilà, c'est un peu pareil. C'est pas exactement pareil. Pour les puristes, c'est pas pareil, effectivement, mais pour le commun des mortels, c'est la même chose. C'est une discussion dans laquelle on va pas s'engager aujourd'hui. C'est ça. Alors, Sur le... ouais. la commande qui va nous intéresser, c'est apt. Alors avant, ça s'appelait apt-get. C'est pour utiliser le logiciel qui s'appelle Aptitude. Voilà. Et on veut installer un logiciel, et on veut installer le logiciel qui s'appelle Git. Voilà. Donc, Aptitude, c'est pour installer des trucs sur Ubuntu. Exactement. Alors attention, vous allez voir que vous ne voyez pas le mot de passe quand je tape. Et vous ne le verrez pas non plus dans votre Linux, c'est normal. Ça, c'est quelque chose de propre à Linux. Quand vous tapez un mot de passe, il ne s'affiche pas et ça affiche même pas des étoiles. Donc ça peut être un peu déroutant pour quelqu'un de nouveau dans Linux. Il peut penser qu'il ne tape rien. Et en fait, en vrai, il tape des trucs. Mais c'est juste qu'il ne le sait pas. Voilà. En fait, c'est une protection supplémentaire, tout simplement. Donc là, il me demande si je veux bien installer tout ce bordel. Je lui dis oui. Et c'est parti. Voilà, donc là, il va chercher dans une bibliothèque sur un serveur tout le logiciel que j'ai demandé et les dépendances, donc les autres logiciels qu'il a besoin pour fonctionner. Donc ça, sur le Windows, il le fait aussi, mais en fait, tout est dans le .exe quand vous l'installez, ou de le .msi. En fait, tout est contenu dedans et s'installe avec le logiciel que vous voulez. En réalité, du coup, dans les logiciels que vous téléchargez, il n'y a pas que le logiciel qui vous intéresse. Il y a aussi tous les autres logiciels qui lui permettent de fonctionner. Voilà. Donc dans Linux, c'est pas le cas. Du coup, il doit aller les chercher. Voilà, donc on a notre Git, c'est super. Donc on va pas mettre les scripts sur le bureau, c'est pas terrible. Donc on va faire cd tout court, sans rien mettre d'autre. Et en fait, on va atterrir sur notre dossier utilisateur. Voilà. Donc le dossier qui s'appelle Nafabox, c'est comme Windows, hein, simplement. Allez, c'est parti, on utilise la commande git. On va cloner. Donc cloner, c'est prendre les scripts et les copier sur votre ordinateur. Voilà. Il faut taper l'adresse. Hop. Alors moi je la connais par cœur, mais bon, vous avez le droit de la copier. Hein. Tac. Hop. Donc c'est le repo de Patrick. Tac. Et il s'appelle Nafabox. Git. Là, il va aller sur GitHub, il va télécharger tous les scripts sur la Et c'est fait. Ça fait 8 MO. Voilà, dans 8 MO, vous avez tout. Vous avez toutes les images, vous avez tous les scripts, vous avez toute la doc. Donc c'est pas très gros de base. C'est clair, parce qu'en fait, en gros, c'est des scripts, donc c'est des commandes qui vont se lancer, qui vont aller récupérer des trucs sur Internet. Donc effectivement, il n'y a pas forcément grand-chose à télécharger. Non. Alors la commande cd, je ne l'ai pas expliqué, c'est une commande pour se déplacer dans vos dossiers. Donc là, le petit id, du coup, ça veut dire qu'on est dans le dossier de l'utilisateur. Voilà. Et on peut dire ls, ça peut permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a là où on se trouve. Donc on voit qu'il y a un dossier bureau, documents, images, modèles, musique, et là il y a un dossier qui s'appelle Nafabox. En fait c'est Git qui l'a créé quand vous l'avez cloné. Il a mis tous les scripts, les images, la doc dans un dossier qui s'appelle Nafabox. Voilà. Donc on va faire cd, hop, et Nafabox. Donc là il n'y a qu'un seul truc qui a n, donc c'est plus simple. Donc voilà, cd, c'est changement de dossier. C'est ça. C'est aller vers cette destination. Ah, il y a un peu de mal l'ordinateur, hein, comme ça. Donc, on peut voir qu'il y a plein de choses dedans. Donc, ce qui est en bleu, c'est des dossiers. Ce qui est en blanc, c'est des fichiers. Et ce qui est en vert, c'est des fichiers, mais qui peuvent s'exécuter. Donc, c'est un peu les équivalents des .exe sous Windows, pour faire simple. Merci Chris. Effectivement, CD, ça veut dire Change Directory. Moi, je l'avais dit en français.
C'est vrai. Alors, donc nous, ce qui nous intéresse, dans le premier cas, et là je suis en fait le tuto, d'ailleurs, je peux le remettre rapidement. Donc là, maintenant, j'ai mes fichiers, donc pas besoin de décompresser parce que du coup, je l'ai directement téléchargé. Donc voilà, ouvrir le dossier créé, donc ça c'est faire cd Nafabox. Et une fois qu'on est dedans, on peut lancer la commande .preinstall.sh, ou si vous n'avez pas changé votre clavier et que vous utilisez un clavier AZERTY alors que votre système est en QWERTY, il faudra taper ça. D'accord, ouais, d'accord, ok. Tu as carrément mis les touches sur lesquelles il faut appuyer dans la bonne configuration, c'est excellent. C'est ça. Tout est mâché. Alors mais ça arrive des fois que c'est pas aussi simple de redéfinir un clavier dans les systèmes, surtout dans les systèmes dédiés à des petites cartes type Raspberry. Du coup j'ai mis ça pour aider. Sinon vous tapez sur Google clavier QWERTY AZERTY et vous aurez l'image des deux claviers l'un à côté de l'autre et vous pourrez facilement trouver la correspondance. Il n'y a pas non plus 40 milliards de touches qui changent. Une petite gymnastique à avoir, et puis de toute façon il n'y a pas non plus 40 milliards de commandes à lancer. Voilà. Donc c'est pas grave. Alors du coup, le tuto nous disait de lancer. Donc / c'est pour dire là où je me trouve. / c'est dans le dossier où je me trouve. / c'est le dossier où je me trouve. Et on va trouver le fichier qui s'appelle preinstall.sh. Voilà. Et vu que c'est un exécutable, vous n'avez pas besoin de lui dire avec quel logiciel il doit le lancer, c'est déjà écrit à l'intérieur. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Alors du coup, pour l'instant, il va scanner votre système. Alors c'est vrai que ça c'est un truc qu'il faut faire attention sur Linux. Au début, on se fait avoir, on comprend pas très bien. Pour les lancer un exécutable, enfin un programme ou un fichier qui se trouve dans le répertoire dans lequel vous vous trouvez, il faut le faire précéder par /. C'est ça. Sinon, ça peut être vu comme une commande système. Il y a peut-être une commande dans le système d'exploitation qui s'appelle preinstall. Et si vous ne mettez pas /, vous allez lancer la commande système et pas le fichier en fait sur lequel que vous voulez lancer. Donc là, petit première interface graphique. Donc qui vous demande si vous voulez installer la version en français. Donc là, mon système est déjà en français, donc pas besoin. Hop. Et donc là, il vous dit, ok, il a fini la préinstallation. Donc là, c'est pour mettre en place un peu votre ordinateur. Une fois que vous avez lancé script, votre ordinateur peut utiliser tous les scripts Nafabox à partir de ce moment-là. Si vous voulez utiliser un seul script Nafabox, c'est pas forcément tous les scripts, il faut au moins lancer le script de préinstallation. Voilà, c'est la condition sine qua non. Sinon, il y a des choses qui vont pas fonctionner, et de toute façon, il y a une protection dans les scripts qui les empêche de tourner si ça n'a pas été installé. Voilà. Ok. Donc là, il vous dit de redémarrer le terminal. On va en profiter pour mettre à jour le système. C'est mieux que vous mettiez à jour le système avant de lancer le script principal. Sinon, ça peut entraîner des conflits. Voilà. Donc pour mettre à jour le système, c'est assez simple. On veut faire ça toujours en super utilisateur. On veut toujours utiliser Aptitude. On va lui dire d'abord de mettre à jour la base de données. Donc c'est la liste des logiciels qui sont disponibles. Voilà. Ça c'est update. Là, il vous dit qu'il y a 123 paquets, donc logiciels à mettre à jour potentiellement. Donc c'est la commande upgrade. Voilà, sudo apt upgrade pour lui dire de mettre à jour. Là on lui dit oui. Hop, voilà, c'est sur une machine un peu puissante, donc ça va pas prendre longtemps. Alors attention, sur un Raspberry, ce genre de commande peut prendre un certain temps. La mise à jour d'un Raspberry peut, en fonction de si vous êtes plus ou moins à jour, ça peut prendre une bonne demi-heure des fois. Voilà. Ah oui. Donc c'est aussi pour ça que le débugage que je le fais sur une VM et pas sur un Raspberry. Mais même le Raspberry 4 ? Ouais, même le Raspberry Pi 4. D'accord. Et alors par exemple pour le Nano Pi, donc c'est une version un peu beaucoup plus musclée du Raspberry, qui est aussi un single board computer. Je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai un sur mon bureau. Là pour le coup, ça commence à devenir agréable de faire ce genre d'opération. Parce que vous dites que moi, pour débugger tous ces scripts, je dois réinstaller, et réinstaller, et réinstaller, et réinstaller le système, tout le temps. Voilà, pour repartir à zéro, pour vérifier que tout va bien, Oui, si on démarre de zéro.
Donc vous imaginez bien que moi j'ai une flopée de cartes SD sur mon bureau et qu'elles ont tous subi une centaine de réécritures de systèmes entiers. Et elles marchent D'accord. encore. Mais j'en rachète de temps en temps quand même. Mais bref, je peux pas me permettre de faire ça sur un Raspberry parce que c'est vraiment trop long. Et en fait, du coup, je débug principalement sur une vraie machine ou une virtual machine à qui je donne pas mal de puissance. Et après, seulement, je débug pour les cartes, du coup, les D'accord. Raspberry et autres cartes. Ouais, d'accord, ok. C'est Effectivement. vraiment l'étape finale. C'est pour ça que souvent les images après préconstruites, bah, c'est vraiment l'étape finale parce que bah, il a fallu débugger tout le reste avant. Ouais. En fait, en général, les scripts NAFABOX marchent beaucoup mieux sur un ordinateur classique que sur un ordinateur type Raspberry parce que bah, c'est tout simplement, on peut faire beaucoup plus de tests facilement. C'est tout. Alors, du coup, tu as une idée du nombre d'utilisateurs de la NAFABOX? Aucune idée. Pas de réponse. Je dirais, allez, à la louche, je dirais, ce qui serait cool, il y aurait une vingtaine de personnes. D'accord, oui, c'est un petit projet assez confidentiel. Mais bon, en tout cas, Non. ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun script qui collecte des données personnelles. Parce que Ah non. le développeur ne sait même pas qui utilise le truc. Non, effectivement, à un moment donné, c'est vrai qu'on m'avait posé la question en RCE, et puis je m'étais dit, ouais, ce serait peut-être cool de mettre un truc, mais je sais même pas si c'est possible sur le GitHub qui juste regarde l'adresse IP de la personne qui a cloné ou qui a téléchargé le zip. Ah oui, d'accord, mais là tu mets des. Ouais, ok, mais là tu mets le doigt dans un engrenage, tu commences à collecter Mais des c'est autres juste pour IP. voir un peu enfin en termes de localisation, en fait, et Ouais. combien de personnes. Voilà. Voilà, bon, il est presque fini. Hop. Ah, là, ça va, il n'y avait pas beaucoup de mises à jour. Voilà, donc là, on a fait une mise à jour importante. Je me suis gouré de clavier. On va le redémarrer. Moi, j'aime bien redémarrer entre le script de préinstall et le script d'install. C'est D'accord. agréable. Voilà. C'est plus safe aussi. Voilà. Comme ça, au moins, on repart bien. Moi, qui suis Macintoshien, on m'a toujours dit, mais non, mais Linux, ça n'a pas besoin de redémarrer. Ah oui, c'est vrai, mais là, c'est plus simple, en fait. Mais, enfin, je dis ça, mais c'est vrai que le Linux en version serveur, c'est solide, c'est super robuste. Oui. Et bah, d'ailleurs, en général, dans les versions serveur, vous avez il y a des micro-logiciels qui sont justement chargés, quand vous installez ce genre de choses, de regarder quel logiciel il faut redémarrer. Mais il redémarre logiciel par logiciel, pas toute la machine, en fait. C'est pour ça que je dis qu'en fait, Excellent. on n'a pas besoin de redémarrer normalement. Sur Linux, Ouais, vous avez juste à redémarrer les logiciels que vous avez mis à jour, en fait. ouais, Et ça des c'est vraiment fois, le script de mise à jour le redémarre lui-même, en plus. ouais, Voilà. ça c'est vraiment le côté sympa. Alors, donc Bon, on est voilà, il a reparti. redémarré. Allez, on le remet en grand. On le remet en grand. C'est quoi, c'est Shift plus? C'est contrôle plus. Contrôle plus. Un contrôle plus. Donc là, hop, on est retourné sur le bureau. Hop, on retourne au dossier utilisateur. On retourne dans le dossier NAFABOX. Là. Et cette fois-ci, on va lancer le script qui s'appelle install.sh. Voilà, et donc là, il vous propose, avec un petit texte explicatif, d'installer 3 versions des scripts NAFABOX. En fait, c'est les mêmes scripts qui sont lancés, c'est juste que vous allez avoir des options présélectionnées. Du coup. Alors là, moi j'ai une question. Ouais. Donc la première option, installation par défaut, sans interface graphique. Fonction réseau PHD2, Castar. Ça veut dire sans fonction réseau, sans PHD2 et sans Castar? Non, c'est mal dit. D'accord, ok. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une interface graphique pour installer cette version. D'accord, mais du coup, Castar Ecos, là, t'es obligé d'avoir un interface graphique. Alors,
Même là, je l'ai mal dit. En fait, D'accord, ok. les scripts comme ça, c'est des scripts qui sont en format bash. Et les interfaces graphiques que vous voyez là en bleu, c'est des interfaces qui peuvent s'afficher dans un terminal. Même si votre système d'exploitation, même si par exemple vous pilotez par SSH, donc à distance, votre système Mhm. d'exploitation, donc sans interface graphique, vous pouvez Oui. lancer ces scripts en fait. Et vous pourrez sélectionner les menus, etc. sans souci. Par contre, effectivement, les logiciels qui là vont être installés dans ce mode par défaut nécessitent que vous ayez une interface graphique. Alors que D'accord, le ok. mode serveur, effectivement, là, il n'y aura pas besoin d'interface graphique pour installer, mais Ok, il y a d'accord, non, mais ça aussi... je comprends. Voilà, En fait, voilà, installation par défaut, ça veut dire une installation qui elle-même n'a pas besoin, ou j'ai rien compris, il n'a pas besoin d'interface graphique ouais, pour faire l'installation. pour faire l'installation. Ouais. D'accord, ok. Mais après, les logiciels en auront besoin. Par contre, pour D'accord, l'installation serveur, il ne va pas installer les logiciels qui ont besoin d'une interface graphique. d'accord, je comprends. Ok, je comprends. Par exemple, pour ceux qui connaissent Castars et Indy, bah dans la cadre du défaut, il va installer Castars et Indy. Dans le cadre de l'installation serveur, il va installer que Indy. Voilà. D'accord, ok. On va, ouais. Et pour le custom, bah là, c'est vous qui sélectionnez ce que vous voulez installer. Donc là, nous, on va aller partir là-dessus. Voilà. D'accord. Alors, bon, Alors, le mot de passe. pour ceux qui savent pas, Castar Ecos Indy, enfin Castar Ecos surtout, c'est un logiciel de gestion d'observateurs de télescopes et d'observatoires. En fait, ça gère la monture du télescope, les caméras, mais ça peut aller jusqu'à gérer le dôme de l'observatoire si on a. Enfin, c'est un truc assez puissant. Pas super ergonomique, mais super puissant. C'est vrai que je n'ai pas eu vraiment parlé des logiciels. Malheureusement, bah, j'ai pas le temps. Si je commence à Oui, parler des là, logiciels, on va pas s'en sortir. non, tout à fait. Là, j'en profite qu'il y ait qu'il y ait une installation, une mise à jour qui se met, enfin, que les scripts sont en train d'installer pour meubler en racontant un petit peu ce C'est bien. qu'on. Meubler en cassant du sucre sur le dos de l'ergonomie. Moi, Non, monsieur, non, monsieur, en disant la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. tourne Il en faut boucle. dire, il faut dire la vérité aux gens. Il faut pas leur mentir. C'est pas Alors, super du coup, ergonomique. cette petite fenêtre, donc ça c'est nous qui l'avons programmée, ça vous indique, ça vous pouvez du coup sélectionner les choses qui vous intéressent. Alors, par défaut, c'est pas mal, ce qui a été sélectionné par défaut. Là, c'est si vous voulez installer l'interface graphique Mate. Donc là, on va rester sur Xubuntu. IP Indicator, c'est un module pour l'instant qui n'est pas compatible avec la 22.04. Donc pour l'instant, il va juste faire une erreur. Mais j'espère qu'il le sera. Enfin, c'est ce qu'a dit le développeur, mais c'est pareil, c'est un gars qui fait ça quand il a le temps. Donc bah, il faut pas forcément être pressé. Et c'est un plugin qui va mettre votre adresse IP en haut de l'écran. Ça peut être très pratique quand vous faites des communications en réseau. Mhm. Et après, il peut installer d'autres indicateurs qui vont vous indiquer pas mal de choses sur votre machine. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pas mal à laisser. Alors le hostname, c'est le nom de votre machine sur le réseau. Ça peut être intéressant si vous voulez le changer, si vous l'avez mal mis quand vous avez installé votre système d'exploitation, ce genre de choses. Je vais le laisser, hop, et on va lancer. Donc le hostname, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, par défaut, j'ai mis NAFABOX, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Par exemple, on va mettre test live. Alors il faut pas mettre de caractères spéciaux et donc de points d'exclamation, points d'interrogation, ce genre de choses. Et éviter les espaces aussi. Voilà, on va valider et en fait du coup il va changer dans le système. Donc là on voit, il nous indique à chaque fois où il en est. Donc là il est en train d'installer IP indicateur, donc on voit que ça, comme je vous ai dit, ça fait une erreur. Parce que pour l'instant il n'est pas disponible sur cette version. Alors du coup, donc ça c'était les deux premiers fenêtres qui s'affichent. Donc quand vous utilisez la version défaut, vu qu'il n'y a pas besoin d'interface graphique, ça va pas faire une fenêtre comme ça, graphique. Ça va se faire une fenêtre bleue comme on a vu avant dans le terminal en fait. Sinon ça marcherait pas si vous n'aurez pas d'interface graphique. Vous ne verriez pas la fenêtre et vous ne pourriez pas sélectionner. Et donc ça serait pas bon. Alors il va aussi, là il vous a pas dit tout ce qu'il allait installer, il va aussi en profiter pour installer les logiciels NAFABOX, vraiment les logiciels qui vont aider à l'utilisation
de l'Anafabox en nomade. Du coup, c'est des logiciels plutôt utiles. Par exemple, on l'avez peut-être pas vu passer, mais par exemple, il installe la prise en charge du format ExeFAT, qui est le format de Windows. Donc si vous branchez un disque dur qui vient de Windows, un gros disque dur, il sera dans ce format-là, et du coup, de base sur Linux, ça ne marche pas. Bah là, ça marchera. Voilà. Donc là maintenant il vous propose les logiciels que vous voulez installer. Donc on peut installer la suite Castars, Ecos, Indy et plein de choses. Donc ça sera une sous-interface qui va s'afficher plus tard. Plein de choses en rapport avec la communication web, pareil, ça sera une sous-interface plus tard. Il y a le logiciel PHD2, je vais pas tout sélectionner parce que sinon on va en avoir pour une plombe. Oui. Je vais juste sélectionner ça pour vous afficher une autre sous-fenêtre. Mais voilà, toutes ces choses-là, en fait, il va aller les chercher en dernière version sur Internet. Alors malheureusement, Carte du Ciel et CCD Ciel n'ont pas de PPA, donc n'ont pas de serveur pour pouvoir télécharger facilement les logiciels. Il faut aller les chercher sur une plateforme qui s'appelle SourceForge. Et donc, à chaque fois, quand ils mettent une nouvelle version, ils changent le nom du dossier. Et vu que moi, je vais chercher un dossier particulier sur un site internet, et ben je dois changer le numéro de dossier à la main à chaque fois. C'est horrible. Et du coup, si jamais un jour vous voyez une erreur pour l'installation de CCDCL, c'est peut-être juste ça. Oui, c'est horrible. Parce que c'est compliqué de suivre. Des fois ça, le développement se fait vite, des fois le développement se fait très lentement, et du coup c'est facile. Voilà. Et il y a aussi un autre logiciel que je vais vous parler juste après, qui s'appelle No Machine, qui est pareil, qui a le même problème. Donc pareil, je dois suivre la version pour que ça s'installe toujours bien. Voilà. Alors, donc premier sous-menu, donc là, c'est le sous-menu dédié à Castars et Indy. Voilà. Donc dedans, vous pouvez installer la version Castars plus Indy de base. Vous pouvez installer seulement Indy si vous voulez. Alors, il n'y a pas seulement Castars. C'est pas très utile. Oui, je ne savais même pas que c'était possible. Mais si, c'est possible. Du coup. Il y a la version bêta, donc là c'est les PPA, donc c'est un serveur qui donne accès à des logiciels qui ne sont pas en général dans la base de données Ubuntu de base. Il existe des PPA pour les versions bêta. Voilà. Donc là, bah, en fait, ça va aller. Ne faites pas ça, n'installez pas Castar en version bêta. Non. Là, en fait, ça va désinstaller votre Castars, ça va ajouter le nouveau PPA, désinstaller l'ancien PPA, le PPA stable, du coup, et télécharger le nouveau Castars, le nouveau Indy. Et il peut faire pareil avec la version de GitHub, qui est là la version, on va dire, alpha de Castars et de Indy. Ce qui peut être pratique, par exemple, si vous utilisez un driver qui est en cours de développement. Ça arrive, par exemple, ceux qui utilisent OnStep ou Tinastro, des fois il y a des ajouts qui sont faits et ils vont mettre un certain temps avant d'arriver sur la version stable. Et donc si vous en avez vraiment besoin, bah, ça peut être pratique. Voilà, ça fait la compilation à votre place, en fait, de Castars et de Indy. La version stable de Castar, elle est à peu près aussi stable qu'un stylo posé sur sa pointe. Mais après, si les gens veulent jouer, il n'y a pas de souci. Alors sinon, vous pouvez faire la même chose. Lagrange L2. Vous pouvez faire la même chose qu'avec Indy. Alors d'ailleurs, je viens de voir que j'ai une coquille, j'aurais dû l'appeler bêta aussi, parce que j'ai mis développement, mais en fait c'est la même chose. Voilà. Okay. Indy Web Manager, c'est le logiciel qui vous permet de démarrer un serveur Indy à distance via une interface web. Vous aviez des drivers à l'époque de Attic et de Innova qui étaient disponibles, mais sous des conditions particulières. Donc ça fait plus rien maintenant, parce qu'ils ont été ajoutés aux drivers standards maintenant. Donc vous avez les drivers qui vous permettent de brancher un GPS USB sur votre machine. Voilà. Donc ça va installer le logiciel pour communiquer avec le GPS, parce que le driver en fait vous l'avez de base déjà. Vous avez aussi un truc spécial pour OnStep, les utilisateurs de OnStep. Là ça va installer, ça vous propose d'installer Arduino, de télécharger la dernière version du code OnStep et tout plein de petits outils pour pouvoir utiliser ce code
qui est un code qu'on va mettre dans un microcontrôleur qui va vous permettre de faire du go-to sur une monture avec des moteurs par rapport. D'accord. Alors il y a Gphoto 2 aussi, il y a une version spéciale de Gphoto 2 qui a été fait, qui est mise à disposition par le créateur de Castars et Indie, qui est pas mal d'installer si vous avez un appareil photo. Du coup, c'est la bibliothèque qui va, enfin, le logiciel qui va piloter votre appareil photo, réflexe. Et Astroberry DIY, donc ça c'est on en parlera tout à l'heure, si on attend. Ok, Sinon, ouais, là, on a déjà dépassé l'heure. Ok, voilà. Ouais, je te laisse comme ça. Alors, Strawberry DIY, c'est pas Strawberry la distribution que les gens connaissent. C'est un driver pour utiliser, piloter des. C'est un driver indie pour piloter des périphériques. D'accord, ok. Ça s'appelle pareil, mais parce que c'est la même personne qui le fait, mais c'est pas la même chose. Voilà, bah là, du coup il est parti pour installer Castars Indie. Bon, en général ça met un certain temps. Du coup, pour meubler, Voilà, je peux vous montrer une autre partie de la Nafabox. Donc quand vous tapez Nafabox sur Google, vous allez normalement tomber à un moment donné. Ouais, alors il n'est pas encore bien connu, donc il n'arrive pas tout de suite. Vous pouvez taper hardware devant. Et vous allez tomber sur un autre guide qui s'appelle Nafabox Hardware. Voilà. Qui va vous présenter des petites cartes qui ont été développées en fait. Tout est open source. Hein. Vous avez accès aux sources qui vous permettent de fabriquer ces cartes et aux fichiers que vous n'avez plus qu'à donner aux fabricants pour avoir ces cartes. Et du coup, ces petites cartes-là, c'est des cartes qui vont venir en fait se plugger sur un Raspberry ou un autre type de carte qui ont la même taille que le Raspberry. Et qui vont permettre, bon, par exemple pour cette carte, d'avoir ce qu'on appelle un RTC. Donc parce qu'il faut savoir que sur un ordinateur classique, vous avez une petite puce qui garde l'heure quand votre ordinateur est éteint. Sur un Raspberry, il n'y a pas cette petite puce. Voilà. Donc quand vous éteignez votre Raspberry, si vous le rallumez et qu'il n'est pas connecté au réseau, eh bien, il ne sera pas à l'heure. Voilà. Et donc sur cette carte, il y a une petite puce en dessous qui garde l'heure, d'où la pile au-dessus. Voilà. Et qui après va le transmettre à votre Raspberry quand il s'allumera. On a aussi présence d'un ventilateur que vous pouvez piloter, c'est-à-dire vous pouvez régler sa vitesse de rotation. Donc il y a un script en Python qui en fait va regarder la chaleur de votre processeur et va mettre plus ou moins fort le ventilateur. Mais pour l'heure, c'est marrant parce que à partir du moment où tu le connectes à Internet, ton Raspberry, normalement, il se remet à l'heure. Oui. Mais du coup, vu qu'on parlait d'astronomie nomade, on n'a pas forcément Internet. D'accord, ok. Si t'es dans un champ, effectivement, et ouais. Bon, c'est vrai que maintenant, on peut connecter son smartphone, mais pour celui qui n'a pas de connexion réseau ou quoi. D'accord, je comprends. C'est Ok. vrai. Et du coup, on a d'autres cartes. Donc ça, c'est une carte d'alimentation. Donc en entrée, on branche du 12 volts. On peut brancher aussi par le bornier qui est ici. Et après, ça va être protégé. Si jamais vous vous gourrez de sens, vous mettez le plus sur le moins sur le plus. Ça va empêcher de griller le Raspberry et griller tout ce qui est branché derrière. Il y a aussi des fusibles pour empêcher si jamais un périphérique meurt et commence à tirer beaucoup de courant pour éviter d'exploser toute l'électronique. Attends, et donc du coup, il y a un fusible qui va arrêter ça. D'accord, et donc c'est une carte de distribution électrique de puissance en 12 volts. Ouais. D'accord. Et c'est quoi prise? On les voit de devant? Parce que là, on les voit juste de derrière. Alors ça, c'est non, des de prises... l'autre côté. L'autre côté. Voilà. Enfin, c'est des prises jack classiques. C'est du jack classique, d'accord. Ah, mais c'est génial ce truc. Donc vous mettez 12 volts là et ça sort 4 fois 12 volts. Voilà. Protégé. C'est celui-là, Sébastien? De quoi? C'est le tien, celui-là? Ouais. C'est merveilleux. Là, le MOVSET, c'est pour protéger la carte. Et ici, vous avez
un convertisseur qui permet de convertir le 12 volts en 5 volts à 3, de 3 à 5 ampères en fonction de celui que vous prenez, Oui, non, mais et qui permet de faire marcher votre Raspberry. Donc en fait, vous mettez juste le 12 volts et ça fait marcher le Raspberry et ça distribue aussi sur les autres. je me suis fait tout un bricolage avec avec un Tupperware, avec un step down, etc. Mais ouais, putain, c'est sympa ça. Et bon, là, vous avez le dessous. Tout ça, c'est les vues 3D de KiCad. Donc KiCad, c'est un logiciel pour faire de l'électronique. Open source aussi, tant qu'à faire. Vous avez une petite description de ce sur quoi elles sont censées faire. Je vais regarder où il en est. Ah, bon. On reprend l'installation. Là, vous avez le sous-menu du coup de tout ce qui est logiciel du coup pour le web, donc pour les communications via le réseau en fait. Donc vous avez une interface HTML que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez un bureau à distance via VNC. Vous avez un serveur de fichiers pour accéder aux fichiers de votre machine. Vous en avez deux, un qui est plus ou moins avancé que l'autre. Voilà. Vous avez une autre version de VNC qui passe par un terminal et pas via un logiciel. Voilà. Pas un terminal, n'importe quoi. Par un navigateur web et pas un logiciel, du coup. Nos machines, c'est un peu comme VNC, mais qui donne plus de possibilités. Alors, par exemple, VNC, il va manger un peu plus de bandes passantes. Nos machines vont en manger moins. Par contre, nos machines vont être plutôt dédiées, va consommer plus de puissance. Et VNC va consommer moins de puissance. Voilà. Chacun a son avantage. Donc, il y en a qui aiment bien utiliser l'un, il y en a qui aiment bien utiliser l'autre. Voilà. Là, sur le chat de Discord, on nous pose une question. Là, si on utilise le GPS en USB, là, donc si tu branches un GPS en USB, du coup, le Raspberry va se mettre à l'heure? Non. Il faut... En fait, on a pensé effectivement à mettre ce script, la possibilité d'installer. Quand il fait son fixe, il se met à l'heure. J'avais pas réalisé. Il le met à jour. Alors sur le GPS. Hein. Oui, mais pas l'heure du système. Si, et tu peux demander à Ecos d'utiliser l'heure GPS au lieu de l'heure du système. Donc du coup, pour tout ce qui est ah oui, mais c'est horodatage astronomique, on va dire, dans Castars et tout, ça devient transparent. Mais ton heure système reste quand même foireuse, ça c'est clair. Mais tu peux mettre à jour leur système avec le GPS. Tu peux le faire à la main, oui, voilà. Il y a quelqu'un du Discord qui a fait un script et je sais que il faudrait que je le relance, mais il m'avait dit qu'il essaierait de le mettre dans le GitHub de la NAFABox pour que je puisse l'ajouter dans les possibilités à installer. Du coup, c'est un script qui, au lieu d'aller chercher un serveur sur le web, il va chercher l'heure du GPS pour mettre à jour le système directement. Parfait. D'accord. Alors QDSLR Dashboard, ça c'est une application que vous avez sur Android qui vous permet de piloter un réflexe qui serait branché à la machine sur lequel est installé le serveur. Voilà. Donc ça permet par exemple, c'est très pratique pour accéder au LabVIEW, au LabVIEW, n'importe quoi, des formations professionnelles, au Live View d'un réflexe, du coup, par exemple. Mais ça permet aussi de lancer une prise de photo à distance et après la photo elle arrive sur votre smartphone. Voilà. C'est un petit serveur qui mange pas de pain. Et vous avez le logiciel qui s'appelle MobIndy qui permet de piloter Indy via une interface web. Voilà. Développé par un Français d'ailleurs qui est encore de temps en temps sur non, très rarement sur le Discord. Mais vous pouvez le contacter sur son Git. Voilà. On va mettre tout ça. Tout ça, c'est assez rapide à installer ce genre de choses. Hop, et pendant ce temps, je continue. Alors, oui, comme dit Belus, Ubuntu Jammy fait un 404. Oui, c'est le serveur qui est censé donner l'IP indicator, donc l'indicateur qui met l'adresse IP, qui n'est pas compatible avec Jammy pour l'instant. Mais quand il le sera, ça fera plus d'erreur 404. Voilà. Alors, continuons sur les cartes. Donc là, c'est une carte où ici, donc sur le bornier, vous pouvez brancher des entrées et sorties d'alimentation ou autre chose. Et en fait, là, vous avez 4 MOVSET qui vont allumer
ou éteindre ces sorties. Voilà. Et on voit que il y a 4 connecteurs qui descendent et donc qui vont vers la carte du dessous. Et en fait, ça permet du coup d'allumer et d'éteindre les 4 sorties 12 volts quand vous prenez les 2 cartes en même temps. Voilà. Et en plus, on a une partie ici qui est dédiée au pilotage d'un moteur pas à pas. Voilà, pour faire par exemple un focuseur. Donc il y a déjà un driver Indy pour ça, pour piloter là, les MOVSET et le driver et le moteur pas à pas. Et c'est ça le Astroberry DIY. Voilà, D'accord. c'est ce script-là qui permet d'installer ce driver Indy. Donc cette carte-là, elle est obligatoirement utilisée avec la carte du dessus, avec la carte de distribution de l'alimentation. Pas forcément, ça permet soit de couper les alimentations de la carte d'alimentation, soit de couper les alimentations qui rentrent par le bornier ici. C'est toujours en 12 volts? Alors bah là, c'est ce que tu veux, du coup. D'accord, ok. Ça coupe juste... alors, pas forcément ce que tu veux, c'est limité quand même en tension, mais, mais tu peux mettre, tu peux mettre au moins 26 volts, du coup. Après, au-delà, je sais plus. D'accord, donc ça te permet de piloter le démarrage ou l'arrêt de certains... C'est ça. D'accord. Soit en passant directement par les connecteurs du dessous pour piloter les 12 volts de la carte alimentation, soit de piloter ce qu'il y a sur le bornier. C'est l'un ou l'autre. Et tu as quelque chose au niveau logiciel pour le gérer derrière? Pour gérer l'un ou l'autre? Bah pour piloter cette carte? Ouais, bah c'est le driver Indy Astroberry DIY. En fait, c'est un driver Indy qui contient plusieurs drivers. Donc un pour piloter un moteur pas à pas pour faire un focuseur, et l'autre pour piloter 4 relais. Là, c'est pas des relais, mais c'est pareil. Du coup. Et on en vient à la dernière carte. Je regarde. Voilà. Ce que je pensais. Alors, c'était le chat. Du coup, quand on installe un serveur VNC, il faut mettre un mot de passe. Donc par défaut, dans les images toutes faites, c'est pareil, 9A, 1, 2, 3, 4. Donc là, il vous le demande une première fois, il vous le demande une seconde fois. Si vous gourez, il va recommencer. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le VNC c'est un déport d'écran. C'est quelque chose qui vous permet d'envoyer l'écran de votre ordinateur, donc de votre Raspberry Pi ou n'importe quel ordinateur sur lequel vous installez votre NAFABOX, de l'envoyer par le réseau sur un autre. Alors tout à l'heure, là, dans le chat de Discord, on parlait avec quelqu'un qui pose son télescope, il met son Raspberry Pi dessus, puis lui va s'installer avec son ordinateur dans la voiture. Et bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un VNC. Vous avez votre Pi, par exemple, avec tous les logiciels qui sont installés directement sur le télescope, reliés en Wi-Fi à l'ordinateur qui est dans la voiture, à votre portable ou avec votre iPad, ou etc. Et vous avez donc l'écran du Raspberry Pi ou de l'ordinateur que vous utilisez directement dans la voiture. Exactement. Alors, c'est quoi cette nouvelle carte? Alors, cette nouvelle carte, c'est la dernière carte, du coup. C'est une carte qui possède une prise pour brancher un GPS, du coup. Donc là, au lieu de passer par l'USB, il va passer par la communication UART, qui est intégrée en Raspberry ou d'autres cartes. Ici, vous avez un capteur de humidité, de pression et de température, qui est branché en I2C. Donc l'I2C, c'est un bus de communication, pareil, qui va être présent sur les cartes de type Raspberry. Ici, vous avez 3 prises pour brancher des capteurs de température. Ici, vous avez 2 prises pour brancher des résistances chauffantes. Et ici, pour brancher 2 résistances chauffantes, mais USB. Voilà. D'accord, ok. Et ici, une entrée 12 volts. Voilà. Et donc, en fait, cette carte va vous permettre de piloter 2 résistances chauffantes, soit en 12 volts via les prises... merde, j'ai oublié. En jack. RCA. C'est des RCA, d'accord. Voilà. Et, ou via 2 prises USB. Et d'accéder du coup à l'heure et à la position d'un GPS. Et alors du coup, comment il peut piloter? En fait, grâce à la température que vous allez mettre ici et que vous allez mettre au niveau de votre résistance chauffante, il va pouvoir connaître la température de votre tube. Et grâce à cette carte, il va pouvoir connaître la température de rosée grâce à l'humidité apparente. Et donc, il va pouvoir régler la température
de votre télescope pour qu'elle soit légèrement supérieure à la température de rosée, que vous n'ayez pas de bulle sur votre télescope. Il y a quelqu'un qui nous pose une bonne question là sur le. Là, tu mets le capteur sur la carte, un billet, parce qu'elle va chauffer la carte. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, là, si vous par exemple vous utilisez toutes les cartes, cette carte elle se retrouve quand même assez loin du Raspberry, et les Raspberry non plus chauffent pas à des masses. Donc en fait, ce capteur d'humidité pression, au final, il se retrouve quand même assez loin. Et à peu près quasiment une dizaine de centimètres, un peu plus d'une dizaine de centimètres. Et sur cette carte-là, il n'y a pas de choses qui chauffent, en fait, proprement parler. Après, rien ne vous empêche de mettre des fils entre le capteur et la prise, pour si vous voulez le mettre plus loin, en fait. D'accord, ok. Tout simplement. L'avantage, c'est que vu qu'on sait comment elle est faite, en fait, on peut facilement modifier la carte. Alors pourquoi il y a une prise 12 volts? Parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait déjà du 12 volts. C'est parce que le 12 volts il peut soit venir de la carte d'en dessous, soit si vous n'avez pas la carte en dessous, il venir directement de cette prise. D'accord. Comment tu empiles toutes ces cartes? Via le gros port qu'on voit ici et le petit port qui est ici. Ouais, d'accord. Un gros connecteur. Mais ce que je veux dire, elles ont tout un connecteur femelle pour C'est ça. D'accord, ok. Tu vois, on voit... Effectivement, ok. Alors j'ai pas dit, les résistances chauffantes, c'est pas juste on-off, c'est un pilotage en puissance, du coup. Donc il y a une histoire de PWM, etc., pour chauffer plus ou moins fort, en fonction de si vous vous rapprochez de la température de rosée ou pas. Voilà. D'accord. Donc derrière, il y a un script Python, que j'ai pas fini encore d'écrire, qui pilote tout ce bordel, et qui est censé maintenir la température. Voilà. D'accord. Et du coup, vu que c'est un projet open source, y a des gens qui ont pu participer. Et donc, il y a Soupay du Discord qui a participé à l'élaboration de ce projet et qui m'a fait sur Katia les boîtiers qui vont avec chacune des cartes. Voilà. D'accord. Et donc, on voit la version assemblée. On peut télécharger ça et l'imprimer. Ouais, et vous avez directement les STL qui sont accessibles et vous avez aussi les steps si vous voulez les modifier. Voilà. Alors, il n'y a pas les sources Katia, malheureusement. Mais voilà, c'est cool. Il y a une petite queue d'aronde sur les boîtiers pour pouvoir le. La montée sur le télescope. T'as une idée du prix pour se faire fabriquer ces cartes? Faire fabriquer les cartes, en fait, quand vous faites fabriquer les cartes, vous n'avez pas les composants traversants, donc les prises qu'on voit là. Vous avez que les composants de surface qui sont déjà montés, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est plus cher à monter, concrètement. D'accord. Et il y en a pour c'est 20 et 30 euros par carte, je crois, à peu près. Enfin, à l'époque, quand je les ai fait à faire, mais c'était avant la pénurie. Le souci, c'est que si vous commandez ça, il y a de fortes chances que la société que j'ai mis là-haut, que j'ai linké pour pouvoir faire fabriquer les cartes, il y a de grandes chances qu'elle n'a pas les composants en stock, en fait, malheureusement. D'accord, ok. Voilà. Et par contre, effectivement, les autres composants, les prises, tout ça, tu les soupes toi-même. C'est ça. Donc là, il y a ce qu'on appelle un BOM, donc c'est Build of Materiaux. Donc c'est une liste de ce qu'il faut pour fabriquer la carte. Et donc dedans, il y a un BOM qui contient les composants que va préassembler le fabricant. Et il y a aussi un BOM qui contient la liste des trucs AliExpress à acheter pour pouvoir assembler tout ça. Ou Amazon ou ailleurs. Ou Amazon, ou Mouser, ou DJK, des fournisseurs de composants. Voilà. Voilà, un peu pour l'explication. Donc en fait, vous avez ces images-là, vous avez de la doc qui est disponible, donc les schémas des cartes, les images des cartes que vous avez vues. Vous avez dans PCB toutes les sources KiCad, si vous voulez les modifier, si vous voulez refaire des cartes pour que ça vous corresponde un peu plus, n'hésitez pas. Et vous avez le soft, donc c'est des scripts Python qui permettent de piloter les différents sous-systèmes qui sont sur ces cartes. Là, j'ai pas dit d'ailleurs, c'est con. Sur la carte d'alimentation, il y a des puces qui vous donnent la consommation et le courant de chacune des sorties 12 volts.
en direct. Ok, ça te permet d'estimer ta consommation instantanée et ta Ouais, batterie et si tu es sur une batterie. Pas c'est mal. ça. Et donc ça c'est l'Anafabox, elle est installée. Ah non, c'était juste le mot de passe. Deux? Non, dans l'écran qu'on voit, je crois que c'était Ouais. que l'installation Non, était c'est terminée. juste que j'étais trop long, il s'est mis en veille. D'accord. On a tout parlé. Donc, dernière sous-fenêtre, c'est la sous-fenêtre logiciel de traitement. Tout à l'heure, j'ai coché logiciel de traitement. Et donc là, ça vous donne accès à un certain nombre de logiciels. Donc, Cyril, que vous connaissez bien, on a fait un live dessus donc pour traiter les images logiciels profonds. Vous avez Darktable pour faire du post-traitement. Donc c'est l'équivalent de Lightroom en gratuit, du coup. Vous avez GIMP, du coup, qui est l'équivalent de Photoshop en open source. Vous avez SerPlayer, qui est une sorte de VLC ou Media Player, mais pour les fichiers en .ser. Du coup, donc c'est les fichiers vidéo que vous sortez des logiciels quand vous faites des acquisitions du Soleil, de la Lune ou des planètes, par exemple. Vous avez Stackhistory, qui est un logiciel qui permet de stacker les images pour le planétaire, le solaire ou le lunaire, du coup. Mhm. C'est un équivalent de AutoStacker qui n'existe pas sous Linux, mais qu'on peut faire tourner sous Linux. Et après, vous avez IMPPG qui permet de traiter des photos solaires, lunaires et planétaires. Donc ça, c'est un équivalent de Registax ou ce genre de choses. Voilà. Mhm. Après, vous avez plein de logiciels Windows qui fonctionnent aussi sous Linux, mais du coup, on ne les a pas mis. D'accord. C'est-à-dire que Stackhistory et MPPG, vous ne pouvez pas télécharger de choses pour installer sous Linux. Il faut compiler les logiciels. Donc c'est très long à faire, Ah c'est oui, très chiant oui, à oui. faire. Et ça le fait pour vous. En plus, on a même mis des icônes et tout ça pour le bureau pour que ce soit plus simple à lancer. Ouais, quand tu compiles un truc sous Linux, ça marche jamais. Je parle d'expérience, ça ne marche jamais. Il y a toujours des erreurs. Je vais en mettre deux, je vais mettre ces deux-là pour vous montrer. Voilà. T'arrêtes René tout de suite, immédiatement s'il te plaît. D'accord, je me calme. Voilà, donc là on arrive au bout de l'explication. Donc je vous ai montré un peu les cartes hardware. Je vous ai montré les scripts du coup. Et oui, j'ai vu la question du coup de Damien. Oui, quand tu veux utiliser AutoStacker ou WinJuto sur Linux, il faut utiliser Wine. Voilà. Donc Wine, c'est un émulateur Windows sous Linux. Ouais, C'est ça. Alors officiellement c'est pas un émulateur, mais bon. Je vais pas être chiant. Oui, voilà, c'est bien. C'est vrai que c'est pas un émulateur, mais bon, là, ouais, la différence est subtile. Alors d'ailleurs on commence à voir les différentes choses qui ont été installées. On peut commencer à regarder d'ailleurs, même s'il n'a pas forcément fini, voilà, il a fini d'installer. Donc là il a fini de faire ses installations de ce qu'on a demandé. Donc là il nous propose soit d'ajouter des choses si vous avez oublié des trucs, soit de redémarrer la machine, soit juste de quitter le script. Voilà, donc nous on va redémarrer la machine parce qu'on a quand même installé vachement de trucs, et c'est quand même un peu mieux de redémarrer à ce moment-là. Voilà. Allez. Et d'ailleurs, vous allez voir quelque chose, c'est peut-être pas vu, parce que c'est que j'avais le terminal en gros et du coup on ne voyait pas. Mais t'as un truc à dire toi? Oui. Alors, vous entendez cher ou pas? Je me demande. À chaque fois qu'il Oh, miaule. on a entendu miauler une fois. Alors il met un peu plus de temps à démarrer, une fois qu'il a installé tout ça, parce qu'il a quand même pas mal de logiciels à lancer au démarrage. Tous les logiciels de prise de contrôle à distance, tout ça, ça se lance au démarrage. Donc l'air de rien, c'est normal que votre machine met un peu plus de temps à démarrer. Voilà. Et bien sûr, moins elle est puissante et plus elle va mettre de temps à démarrer. Donc là, je suis dans une machine virtuelle dans laquelle j'ai donné 4 Go de RAM et 4 cœurs de processeur. Alors Oui, c'est ça un va. processeur plutôt véloce, mais il n'y a que 4 cœurs. Bon, c'est quand même assez courant maintenant dans une machine de trouver 4 cœurs. Et il n'y a que 4 Go de RAM. Donc ça, c'est assez rare d'avoir que 4 Go de RAM sur une machine. Donc
ça vous montre un peu quand même que ça tourne plutôt bien. Mm. Voilà, alors, il va charger. Allez, montre-nous. Voilà, le fond d'écran qui vous met aussi. Vous pouvez changer, hein. Mais sachez qu'à chaque fois que vous lancez les scripts, il vous remet le fond d'écran. Alors le bug, là, c'est normal. C'est parce qu'en fait, comment dire, Ubuntu a un système de Power Manager qu'en fait, qui plante avec une VM. C'est juste ça. Il n'arrive pas à détecter correctement les choses. Non, je ne peux pas envoyer le rapport de bug. Donc là, vous installez des icônes en plus pour accéder à des logiciels. Tous les logiciels installés par la plupart des logiciels installés par Nanafabox se trouvent dans la catégorie éducation. Voilà. D'accord. Alors pour faire un tour rapidement, donc là c'est pour mettre l'heure sur votre ordinateur directement. Voilà. Là bon, ça c'est Castars, PHD2. Ça c'est pour installer les index, pour faire de l'astrométrie du coup. Donc ce script est pas mal parce qu'en fait, je suis plutôt content parce qu'on a un peu galéré pour le faire. Ça vous demande votre focale, si vous avez un Barlow ou pas, la résolution de votre capteur et la taille des pixels. Voilà. Et en fait, automatiquement, il va vous proposer les fichiers d'astrométrie qui correspondent à votre résolution dans le ciel. Voilà. C'est trop génial. Ce truc, c'est trop génial. Je sais pas si tout le monde a compris ce que c'est, mais en fait, c'est trop génial. Ça fait des calculs à votre place encore. Ah ouais, non, je déconne. Ça fait des calculs de résolution à votre place. Donc là, vous sélectionnez celui que vous voulez. Si là, vous l'avez déjà installé, il va pas le réinstaller. Voilà, pour info. Donc là, automatiquement, il va aller chercher sur le site et il va le télécharger et l'installer à votre place. Alors, maintenant, c'est intégré à Castars, cette fonctionnalité. Mais avant, ça ne l'était pas. D'accord, ouais. Putain. Donc, moi, comme un gros noob, je télécharge tout et puis se démerde avec. Il faut quand même aller lui demander de les télécharger sur Castars. Là, c'est bien, c'est ce que tu as fait là. Et donc, on dit merci à Berelius pour le logo, effectivement. Ah, c'est lui? Oui. Ah mince. Bah, en fait, le logo d'AstroFR et le logo d'Infabox, c'est la même personne. Et alors, Stack History, ça, personne ne le connaît. Alors là, c'est la première fois qu'on le lance, donc il demande est-ce que c'est vraiment un truc de confiance. Donc, marketing et exécutable. Et donc là, il le lance. Je sais pas pourquoi il le lance toujours en tout petit. Mais voilà, c'est un logiciel qui permet de stacker vos acquisitions planétaires. Donc soit une liste d'images, soit une vidéo. Voilà. Donc ça, c'est très très peu connu comme logiciel. Mais voilà, ça existe et malheureusement, il faut le compiler si vous le voulez. Et donc là, grâce au script Nafabox, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Voilà. C'est bien, ça c'est bien. Alors les dernières petites choses, update conf, ça va vous permettre d'ajouter des logiciels. Sachant que si vous réinstallez un logiciel que vous avez déjà, il va juste le mettre à jour. Voilà. D'accord, excellent. Par contre, il n'y a pas de fonctionnalité, et ça c'est dommage, mais c'est assez complexe à mettre en œuvre, pour désinstaller des logiciels. D'accord. Voilà. Il y a des possibilités sur Linux de le faire, mais il n'y a pas de truc préfet sur la Nafabox qui détecte quel logiciel a été installé et vous propose de les désinstaller par exemple. Ça, il n'y a pas. Voilà. D'accord. Et update Nafabox script, en fait, ça va mettre à jour les scripts sur la dernière version du GitHub et ça va les relancer. Donc, comme si vous appuyez sur update conf. Et donc, en vous proposant, il y aura peut-être de nouvelles fonctionnalités à ce moment-là ou mettre à jour, par exemple, les logiciels aussi. C'est possible. D'accord. Voilà. Et du coup, il faut que je vous montre une dernière chose qui est une tuerie. Parce que ce serait dommage de ne pas vous montrer. Hop, on va ouvrir un navigateur web. Alors ça, je pourrais le faire d'une autre machine qui sera en réseau local. Sauf que là, j'ai pas fait un réseau local entre ma VM et ma machine. Voilà, parce que c'était chiant à faire, que j'ai oublié, etc. Mais voilà. Donc les logiciels que tu installes, là, ils sont enregistrés dans la base de données Adapt ou c'est à part? C'est une question qu'on nous pose sur des sites. Alors, il y a des logiciels qui sont dans la base de données d'Ubuntu, classique. Il y a des logiciels qui nécessitent d'aller chercher des PPA, donc des librairies supplémentaires, et qui sont installés via Aptitude. Donc ça, c'est assez facile à désinstaller en général.
Par contre, il y a des logiciels qu'on va chercher et qu'on va compiler. Donc, ces logiciels-là, si vous les cherchez, ils sont dans votre répertoire personnel et dans un dossier qui s'appelle bin. Et dedans, vous avez les différents logiciels qui ont été téléchargés sur GitHub, directement le GitHub et compilés. Voilà. Mhm. Et après, les scripts font des choses en plus, c'est-à-dire par exemple mettre une icône sur le bureau, etc., que ne font pas les scripts de compilation de base, en fait. D'accord. Alors, donc là, si je tape l'adresse IP, bon, vu que... Alors, je vais pas faire ça. Si je veux l'adresse IP, je tape IP... ADR, adresse, je sais plus. je sais plus. Je crois que c'est adresse. Oui, c'est ça, normalement. C'est ça. Ouais. Je sais plus si c'est un tiret ou pas. Ouais, c'est un tiret, je crois. Non. Ou deux tirets, peut-être. Adresse, c'est il y a 2 D. ADDRESS. Non. Bah, Alors, attends. On doit le faire en même temps. non, il n'y a pas besoin d'un tiret. J'ai Ah oui, voulu y c'est aller ça. trop loin. Voilà. Oui, exact, oui. C'est vrai Donc, que alors là, l'interface réseau, elle a un nom à la con parce que c'est une VM. Ça s'appelle ENP0S3, mais si c'est branché, sur votre prise Ethernet, en général, ça s'appelle ETH0, ETH1 si vous en avez plusieurs. Et si c'est le Wi-Fi, c'est WLAN 0, WLAN 1, etc. Voilà. Du coup, là, on voit que l'adresse IP, c'est ici. Donc, c'est peut-être le mettre plus grand, en fait. Hop. Voilà. Ici, vous avez l'adresse IP, donc inet. Voilà. Et donc, c'est sans le slash 24. C'est 10.0.2.15. Voilà, il y a toujours 4 chiffres avec des points. Donc, si c'est la machine locale, si c'est la machine où on veut aller, on peut mettre localhost, sinon on peut mettre l'adresse IP. Voilà. Là, on va tester, on va mettre l'adresse IP. Donc là, en fait, tu fais semblant de te connecter à la NAFBox depuis une autre machine sur le réseau. C'est ça. Depuis le réseau. Voilà. Voilà, et on atterrit sur cette interface graphique. Alors, ça, faites pas gaffe, c'est juste que vu que c'est une machine virtuelle, il n'est pas capable de voir la charge processeur. Tu peux agrandir ou pas? Ouais, je crois. Ouais, voilà. C'est mieux? Ouais, là, on va mieux. Ouais. Bon, pareil pour la température. Si c'est une machine virtuelle, il n'a pas accès Ouais, il n'a processeur. pas les données. Voilà. Vous avez un mode nuit par défaut et un mode jour. Du coup, voilà. Ah bah voilà, tiens, en mode jour, on voit mieux. Du coup, vous pouvez... Ici, en fait, il va récupérer l'heure de la machine sur laquelle vous êtes, pas la machine sur laquelle que vous essayez de piloter. Donc, par exemple, si votre PC de pilotage est lui à l'heure, mais pas le Raspberry, vous pouvez dire get actual date. Donc là, il va mettre l'heure actuelle. Et après, vous pouvez l'envoyer à la machine pour qu'elle se mette à l'heure. D'accord, ok. Indy Web Manager, donc ça c'est pour piloter votre serveur Indy à distance. Ça ouvre la page internet avec le bon adresse de port et tout ça. Vous avez du coup le navigateur de fichiers qui vous permet d'aller chercher vos fichiers qui sont dans votre machine. Voilà. Par exemple, si je veux télécharger celui-là, hop, je clique sur le bouton devant et oui, ça m'a téléchargé sur ma machine le fichier. Et vous pouvez télécharger un dossier. Ça va vous envoyer un zip. Ah, c'est cool ça. Voilà. MobIndy, donc logiciel pour piloter votre télescope, ça remplace Castars en fait, enfin Ecos exactement. Voilà. Ça peut être connecté à PHD2 pour faire le suivi aussi. Donc, très pratique comme logiciel. Mais ça se connecte à Castars? C'est Non, relié à Castars? ça se connecte à Indy, juste le serveur D'accord, Indy. ok. Du coup. Bientôt, bientôt quand vous appuierez là-dessus,
ça chargera le serveur web de ALS. Voilà. D'accord. J'ai pas eu le temps encore de le mettre dans la Fabox. Donc ALS, c'est un autre projet open source qu'il y a sur AstroFR, dont on C'est ça. parlera un autre jour. Alors, NoVNC, donc ça permet de piloter votre bureau, du coup, à distance. Là, pareil, c'est le mot de passe que vous avez tapé pour VNC tout à l'heure. Voilà, donc là, ça fait Inception, hein, parce que je me pilote moi-même, donc Ouais, c'est un peu bizarre. t'es rentré dans une boucle C'est ça. spatio-temporelle. Voilà, mais imaginez que normalement, vous pilotez pas vous-même, c'est vous pilotez un autre PC à distance, voilà, via votre navigateur web. C'est ça, ouais. Voilà. Vous pouvez très bien utiliser le logiciel VNC Viewer, qui ressemble à ça, du coup. Voilà. Et donc, vous pouvez très bien piloter d'autres machines à distance. Il suffit juste d'indiquer l'adresse de la machine, l'adresse IP de la machine, et le numéro du port qui est affiché sur le GitHub. Voilà. Ouais, nos machines marchent bien. Et nos machines aussi, ouais. Le seul problème de nos machines, en tout cas sur un iPad, c'est que c'est un clavier QWERTY, quoi que tu fasses. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Bah là, par exemple, là j'ai une machine qui tourne à côté, une machine, un Raspberry sur le même serveur, sur la même chose. Donc là, je peux le piloter directement. Voilà. Et tu remarqueras un truc. Peut-être. Est-ce que j'ai le bug de d'habitude? Oui, j'ai le bug de d'habitude. C'est pas grave. Il y a encore un bug avec le Raspberry. Ouais. Bon, fais chier. Je peux pas te montrer. Bon, nous, on a un script pour passer la machine en français, même si tu utilises avec nos machines. Voilà. Et ça marcherait même avec nos machines. Faudrait que j'essaie sur le. En fait, c'est pas dépendant de celui qui pilote. En fait, c'est le logiciel qui fait chier. Enfin, bref. Du coup, on a quelque chose qui force le clavier dans la langue du système et pas dans la langue du pilote. D'accord. Voilà. Bon, vous avez fait des mots. Je sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué là-dessus, du coup pour ouvrir nos machines, ça veut bien se réouvrir. Voilà. Et on voit qu'il y a deux adresses, enfin, deux bureaux. Deux machines, ouais. Voilà. Et du coup, si j'ouvre l'autre bureau, alors l'autre bureau, je crois qu'il marche pas avec nos machines, oui, c'est bien ce que je pensais. Ouais. L'autre bureau, en fait, c'est des fois, on m'a dit que, comment dire, quand on pilote un PC, surtout un Raspberry, quand on ne branche pas d'écran, il peut ne pas afficher d'image sur le bureau. Et des fois, c'est un peu galère de l'obliger à afficher une image. Donc en fait, il installe un bureau virtuel. Ok. Et qui lui est obligatoirement avec une image, avec une certaine résolution que vous pouvez piloter, qui accède à tout ce qu'il y a sur votre machine, etc. Voilà. Mais par contre, ce que vous faites sur le bureau virtuel, si jamais vous connectez un écran, vous ne le verrez pas. Parce que c'est un bureau virtuel. Ok. C'est juste ça le problème. Donc il faut faire attention. Et le dernier logiciel à vous montrer, c'est Cockpit. Alors je sais pas pourquoi il fait toujours ça. Il n'a pas de. Oui, c'est parce que je crois que c'est le truc HTTPS qui est pas bon. Donc là, bah, c'est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Par défaut. Cockpit, c'est pas mal, c'est pour gérer un système Linux, mais au travers d'une interface web. C'est ça. Donc là, il me dit attention, il y a un service qui ne fonctionne pas. En fait, c'est le service qui permet de faire ce qu'on appelle un point d'accès. Donc là, il ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas utile en ce moment. Il vous indique plein de choses, l'état de stockage de la machine, les différentes choses qui sont connectées. Donc là, vous voyez un CD-ROM, j'ai un disque dur qui est connecté. On peut voir l'état du processeur, de l'utilisation de la RAM, les services qui sont en train de tourner en ce moment. On peut voir s'il y a des mises à jour logicielles. De quoi? C'est bien quand on veut administrer une machine Linux et qu'on n'est pas un gros geek barbu. Voilà. C'est ça. Exactement. Il y a un petit terminal aussi pour taper des commandes à distance sur la machine que vous pilotez. Voilà.
Ça, c'est Ah, mais pratique. d'où ça Alors, sort? C'est quoi ce truc-là? C'est pas Cockpit, WebMin, hein. ça ressemble à WebMin. Ça ressemble à Webmin, c'est le même, Le même genre de truc. c'est le même que Webmin, ouais. Et c'est Ubuntu qui fait ça? Non, c'est un logiciel en plus à installer, ça s'appelle Cockpit. Cockpit, d'accord. Ouais. Je connaissais pas. Mais Cockpit, je sais pas si c'est pas Debian qui fait Cockpit. Peut-être. Je dis peut-être des conneries. Mais de toute façon, je parle de Linux, qu'est-ce que je l'ouvre, hein. J'ai rien à dire sur Bah oui, Linux. t'es grand fou. Grand Voilà. fou. Ça permet aussi de redémarrer votre machine et de l'éteindre et d'accéder au GitHub. Alors pour les gens qui nous suivent sur Discord, si vous avez envie de poser une question en vocal, n'hésitez pas à Là, ça va le être le marquer. moment. Là. Ça va être le moment, on va passer aux questions-réponses rapidement. N'hésitez pas à le dire dans le texte du chat, et puis on vous ouvrira votre micro. Alors pour les gens qui nous suivent en différé sur YouTube, et si vous voulez partager avec nous, enfin partager avec Sébastien surtout, n'hésitez pas à rejoindre le serveur faire le description de la vidéo tout en bas. Et on a un salon NafaBox qui parle de NafaBox et sur lequel vous pourrez discuter en direct avec Sébastien. Bérélus, Voilà. est-ce que tu peux mettre la webcam, s'il te plaît? Merci. En même temps, je vais vous montrer des trucs. Oh mon Dieu, c'est son bureau. Oh mon Dieu. Ah ouais, regardez pas trop le bureau. Alors, j'arrive à pointer ma caméra. Là. Je vais fermer le chat parce que je vois plus rien. Tac. Bien sûr, c'est une webcam, donc elle n'arrive pas à faire la mise au point trop près. Donc là, ce que vous voyez, c'est la carte avec le ventilateur et la pile et l'heure. Voilà, bah, elle existe vraiment. Voilà, en dessous, c'est un Raspberry Pi 4 qui est branché sur l'écran que vous voyez là. Donc là, je suis en train de finir de débugger sur le Raspberry pour pouvoir faire les images qui seront disponibles bientôt. Voilà. Voilà. Alors, là, on a la carte pour les résistances chauffantes. C'est chiant, porte de mise au point. Voilà. Donc elle existe vraiment et vous voyez le boîtier imprimé en 3D. Avec la queue d'aronde. C'est ça. Vous n'avez pas prévu Vixen, tiens. Lancement dit. Non. Je taquine. Sachant que dedans, c'est un emplacement pour un écrou. Et Ces vous cartes, avez un trou pour une vis. Ça, c'est l'alimentation. c'est les cartes Je veux celle-là, ouais. Donc là, vous avez... Ouais. C'est les cartes que tu as conçues toi, Sébastien. C'est ça. Ces cartes, je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, vous aviez les modèles 3D. Maintenant, vous avez la vraie. Mais il me semble les avoir vus dans un dans un bar à Versailles. Oui. Une soirée de beuverie. Ah, vous avez l'ancienne version qui avait des relais. Voilà. Qui est bien, mais qui consomme pas mal. Les relais consomment beaucoup, en fait, de base, même quand on les utilise pas. Enfin, du coup, Enfin, quand on les utilise plutôt, mais du coup, ça consomme plus, donc c'est pas terrible. Voilà. Du coup, elle a été refaite, et du coup, vous avez la version avec les MOVSET, plutôt. C'est trop chiant la mise au point que cette webcam. Ouais, faudrait que tu le mettes un peu plus loin. Ouais, mais bon. Ouais, non. Voilà. Donc, vous avez la prise DB9 pour le moteur pas à pas. Donc, c'est compatible avec RoboFocus. Les moteurs RoboFocus, c'est le même pinage, tant qu'à faire. Ça, si vous avez déjà le moteur, mais que vous n'avez pas l'interface de pilotage, bah, vous pouvez le brancher. Ici, c'est pour mettre le driver moteur, donc l'électronique qui va piloter le moteur. Et on voit les MOVSET qui sont disponibles ici. Et le bornier, du coup, sur lequel on va venir brancher les fils qui nous intéressent. Donc on voit d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les pins de pilotage, le gros connecteur avec les 40 pins et le petit connecteur au coin qui permet de prendre le 12 volts. Là, t'es trop près. On voit vraiment pas. Ouais. J'ai un temps de retard, c'est horrible. Ouais. Voilà, bon. N'hésitez pas à me demander si vous voulez plus de photos, tout ça.
Voilà. tout ça, si vous êtes intéressé. Voilà, du coup. Voilà, et ben s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. On se retrouve évidemment sur le Discord de Pro-FR. Pour ceux qui voudraient en savoir plus et discuter directement avec Sébastien. Merci C'est ça. Sébastien. Merci de nous avoir J'ai pas présenté vu ça. s'il y avait des questions, mais je crois que non. Il Bon, y en a les pas a encore, transmises mais au fil de l'eau. et puis on se retrouvera la prochaine fois. Alors où se trouve on va le mettre tout à l'heure. Et puis Sébastien, je crois aussi que tu nous prépares une série de Le vendu. présentations. Une série de présentations qui est assez intéressante sur l'astronomie. T'as pas envie d'en dire plus? Oui, alors du coup, le but c'est de faire 3 ou 4 lives de moins d'une heure qui seraient destinés aux débutants. Voilà, donc il y a un premier live, c'est un peu basé sur le programme qu'on trouve sur les premières étoiles de l'AFA. Donc il y a un premier live qui serait sur l'utilisation d'une carte du ciel, se repérer un peu dans le ciel, sans télescope, ou avec juste une paire de jumelles. Et un deuxième live qui serait plutôt sur les différents types de télescopes qui existent. Donc les différentes formules optiques et qui sert à quoi, du coup, potentiellement. Quel télescope pour quelle utilisation. Et un troisième live qui serait... J'ai déjà oublié. D'accord, bon, on aura le temps. On aura le temps de toute façon. Il y en a un sur le soleil, sur l'observation du soleil. Voilà. D'accord. Avec les règles de sécurité et le différent matériel qui existe pour observer le soleil. Voilà. On aura le temps en tout cas d'en parler d'ici là. Pas le soleil. Merci. Moi aussi, j'en ai une petite à venir là. Oui. Toi aussi, Oui. t'en as donné. La Alors, date est oui, organisée, mais ça c'est imminent. Sur tout le à fait. Tinastro. Sur le Tinastro, exact. Puisque donc, comme je suis en train d'en monter un, ça m'intéressait de partager mon expérience et comme j'ai réussi à, enfin j'ai réussi. J'ai eu quelques éminents interlocuteurs de ce beau projet qui ont bien voulu répondre présent. Ils seront là. Donc, je parle surtout de Charles, Charles Lemaire, je crois, c'est son nom de famille Ça. qui est sur son site. Donc, voilà. Donc la date n'est pas encore fixée, mais d'ici fin juin, voilà, il y aura un live sur Tinastro. Ok. Et bon, on aura le temps d'en parler. En tout cas, ça sera annoncé sur Astro.fr. On fera la Pour pub. Voilà, pour la vidéo, on va mettre fin immédiatement. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous.